La Côte d'Ivoire est calme, le pays est dans le recueillement, les Ivoiriens sont comme assommés. Beaucoup ne se remettent toujours pas du décès du Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko a rappelé à Dieu mercredi dernier dans sa 56e année des suites d'un cancer foudroyant. Depuis, le silence si inhabituel du chef du gouvernement ivoirien nous a plongés tous dans un émoi profond à la dimension de l'illustre disparu, affable, généreux, altruiste, travailleur, fidèle et engagé. Le chapelet des qualificatifs fort désignés, Ambak, est long et va encore s'allonger ce soir certainement. Les plateaux télé se suivent et s'enchaînent en hommage au Golden Boy. Et ce soir encore, nous nous adonnons à cet exercice ô combien difficile. Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez pour ce numéro spécial hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko, la fin d'une étoile, avec nous en plateau pour en parler. Il nous fait l'honneur de sa présence. M. Kouadio Konan-Bertin, ministre de la Réconciliation nationale. Bamba Alex Souleymane, journaliste patron de presse expert en stratégie. Vincent Tobiri, ex-préfet d'Abidjan, qui malheureusement ne nous a pas encore rejoint. Honorable Bema Fofana, député de Bouaké. Koulibaly Gervais, ex-vice-président de la Commission électorale indépendante, président de la formation politique CAP-UDD. Félix Boni, journaliste éditorialiste. Enfin, Alafé Wakili, journaliste, directeur général de l'Intelligent d'Abidjan, en duplex avec nous depuis l'extérieur du pays. Bonsoir à vous, chers invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Tout d'abord, retour en images sur la douloureuse journée d'hier au cours de laquelle la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko est arrivée à Abidjan. Aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué. 15h48 ce samedi 13 mars 2021. L'avion de la flotte présidentielle affrété pour le transfert de la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko foule le tarmac. Le pilote fait la manœuvre pour se rapprocher du pavillon présidentiel. Au pied de l'échelle de coupé, en première ligne, le couple présidentiel. Le regard défait, contrit, perdu. Inquisiteur face à la grande faucheuse qui a fait son œuvre le 10 mars dernier, arrachant à leur affection cet autre fils, Ahmed Bakayoko. La réalité implacable est là, sous leurs yeux mouillés. Moment difficile, moment douloureux, mais il faut tenir. Tenir pour réconforter leurs petits-enfants, désormais orphelins. Des petits-enfants affligés, perdus, l'âme fêlée, crevée, le cœur brisé de chagrin, difficile à contenir. Peu après, la dépouille rejoint l'esplanade du pavillon. Le défunt chef du gouvernement est couché, à jamais. Un coup dur pour son père, Alassane Ouattara, le regard fuyant face à la réalité qui l'assomme. L'épreuve de la mort, expression de la volonté de Dieu à invoquer pour le faire miséricorde. La ilaha illallah. Le décret divin s'est accompli. Ce qui reste relèvera l'imam Ibrahim Koné de la mosquée de l'ENA, c'est la foi, l'intercession. Dieu nous a créés et nous a mis en mission sur terre, celle de l'adorer. Lorsque vous finissez votre mission, vous disparaissez. Ahmed Bakayoko Ambak a donc fini sa mission. Rien ne pouvait le retenir encore sur cette terre. Avec le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, 8 mois après Amadou Gon Coulibaly, la Côte d'Ivoire est à nouveau dans la consternation, dans l'épreuve. Le guide religieux montre au pays la voie. La vie est très fragile. Vis ta vie comme ta religion et ta foi te recommandent. Mais n'oublie pas ce jour où tu seras couché devant le monde comme l'est aujourd'hui notre frère, notre père, notre ami, notre Premier ministre, Ahmed Bakayoko. Le collège des imams prend le relais. À sa tête, l'imam Ali Ouattara. Sur la route du voyage sans retour sur la terre natale de Séguéla, le représentant du président du Conseil supérieur des imams lève la voix et les prières à Allah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Des prières formulées pour le repos de l'âme de celui que tout un pays pleure. Au terme de la bénédiction finale, le cortège funèbre a mis le cap sur Ivo Sepp. Sur sa route, des adieux d'une Côte d'Ivoire consternée. Kodiokona Bertin, ce n'est pas un rêve, c'est donc réel. Ahmed Bakayoko s'en est allé. Oui, hélas. Vous savez que, personnellement, ce sont des moments difficiles. Moi, je connais la mort parce que j'ai perdu mon père déjà. J'ai perdu ma mère. Et j'ai même perdu mon seul petit frère. Mais celle-là, elle est tout autre. Parce que Ahmed, c'est depuis 1990 que nous nous connaissons, nous nous pratiquons. Nous avons fait du chemin ensemble, conçu beaucoup de rêves pour ce pays. Jusqu'à ce que, vous vous souvenez vous-même, la formule consacrée, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, me nomme ministre en disant ceci sur proposition du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Imaginez-vous, Ahmed Bakayoko a hérité d'un gouvernement de celui de Feu Amadougon. Il n'a donc pas eu le temps de former un gouvernement à lui. Le seul Ivoirien donc qu'il nomme ministre avant de partir, eh bien son dernier acte, c'est ma modeste personne. Pour dire que c'était très fort. Je ne sais pas, en venant ce soir ici, ce que je viendrai dire de l'homme, parce que je suis foudroyé, anéanti. Et je voudrais, encore une fois, demander à Yolande d'être forte. Nous serons là, autant que faire se peut, pour essayer de combler ce vide-là. Mais c'est une grande perte pour la génération, pour notre pays tout entier. Et j'imagine ce que doit vivre en ce moment le président de la République, à qui je renouvelle également mes condoléances, et à l'ensemble des membres du gouvernement. Absolument. Honorable Abema Fofana. C'est ça, Dieu. Dieu, il est Dieu. Et il a les décrets. Aujourd'hui, c'est Ahmed. Il a toujours refusé que je le voie. Il a toujours refusé que j'utilise d'autres mots pour l'appeler que grand frère. Et à l'image de nous tous, de tous ces jeunes frères, nous sommes des milliers dans ce pays avec qui il avait des relations particulières. Et moi, personnellement, c'était vraiment un grand frère. Je pouvais me permettre de l'appeler à tout moment. Je pouvais lui dire n'importe quoi, n'importe où, à n'importe quel moment. Et il trouvait toujours une oreille attentive. Et je voudrais, dans ces circonstances, dire que je suis sans voix. Présenter mes condoléances, parce que j'imaginais le président de la République aujourd'hui, après le coup d'Amadougon, voilà ce que Dieu a mis sur notre chemin, aujourd'hui Ahmed Bakayoko. Que Dieu le fortifie. Alassane Ouattara, notre grand-père, notre père pour certains, Dieu éprouve tout le monde. Même il est croyant, il est musulman. Le prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam a été éprouvé. Il a enterré 6 de ses 7 enfants. Et aujourd'hui, Dieu ne prouve que ce qu'il aime. Condoléances, sincères condoléances au président et à la famille et à tous ses frères. Nous sommes là. Baba Alex Soleiman, c'est vrai que quand on annonce le rappel à Dieu du Premier ministre Ahmed Bakayoko, beaucoup se disent dans quel état d'esprit, dans quel état est le président Ouattara. C'est clair que c'est dur perdre un Premier ministre l'année dernière et en l'espace de 8 mois perdre notre Premier ministre, perdre des proches comme Mamadi Diané, perdre un ancien Premier ministre comme Seydou Olimane Diarra, perdre le ministre de la Sécurité Sidiki Diakité. Il faut être fort pour tenir face à autant d'épreuves. Oui, effectivement, dans les circonstances que nous vivons, seul Dieu, le tout miséricordieux, incarnation donc de l'espérance, permet de pouvoir supporter le choc foudroyant
cette perte indicible et qui dévaste le microcosme politique parce que fait le regretté Premier ministre chef du gouvernement Ahmed Bakayoko avait transcendé toutes les chapelles pour devenir le père du petit peuple, celui comme le bon samaritain, essaie de pallier les insuffisances. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui, dès l'aurore, a pris le premier chef du gouvernement qu'il est devenu. Mais le jeune Ahmed Bakayoko, patron de presse, dont d'emblée, on constatait, on conçut, on dit qu'il avait une aura, une supernova, qui lui aurait permis de rayonner ce qu'il fit. Et qu'il transcenderait toutes les contingences pour devenir un numéro un, ce qu'il est devenu. Pour le président Ouattara, ce sont autant d'épreuves difficultueuses, mais l'homme reste debout parce qu'il a la foi en Dieu. Bien sûr. Et la foi en Dieu permet de transcender toutes sortes de souffrances. Alors, je veux bien m'arrêter sur cette expression « transcender toutes les contingences ». Monsieur Gervais Coulibaly, vous êtes ex-porte-parole de l'ancien président Laurent Gbagbo. À l'époque, Ahmed Bakayoko était membre du gouvernement de l'ex-président. Est-ce que vous aviez justement l'impression que vous aviez affaire à quelqu'un qui arrivait à transcender justement les contingences et les obédiences, comme l'indiquait tout à l'heure Bamba Alex Souleyman? Oui, déjà en ce temps, on voyait en l'homme un homme de consensus. Ahmed Bakayoko cherchait toujours comment rapprocher les positions. N'oubliez pas que nous étions quand même en crise. Nous étions en crise depuis... Moi, je suis arrivé à ce poste en 2007. Ahmed Bakayoko était déjà ministre, quand il était ministre depuis les premiers gouvernements du président Laurent Gbagbo. Et c'est quelqu'un qui avait de très bons rapports avec le président Laurent Gbagbo. Des rapports affectifs même, puisqu'il l'appelait son bon petit. Je sais que ça lui a créé quelques petits problèmes au sein de sa famille politique. Les gens ne comprenaient pas très bien, mais la vie est comme elle est faite. Hein. Et moi, j'avais de bons rapports avec lui en tant que porte-parole du président Laurent Gbagbo. Donc, en permanence à ses côtés, on est chargé quelquefois d'aider à rapprocher certaines positions. Et c'est ça le rôle aussi d'un porte-parole. Donc, Ahmed Bakayoko était déjà, en ce temps-là, un homme de consensus, ce qu'il est resté jusqu'à la fin. Félix Boni, Alafé Ouakili, tous les deux, vous êtes des journalistes, des hommes de médias, comme le doyen Bamba Alex Souleyman. Toute la presse ivoirienne est en pleurs, parce qu'on a perdu l'un des nôtres. Un soutien de toutes les heures, Félix Boni. Je ne dirais pas que toute la presse est en pleurs, toute la Côte d'Ivoire est en pleurs. Oui, évidemment, toute la Côte d'Ivoire, la presse avec. La dimension transcendantale de l'homme, elle ne se limite pas seulement à au volet politique, mais c'est une dimension transcendantale qui touche pratiquement à toutes les formes, tout ce qui est clivage en Côte d'Ivoire. Dans une société en crise et un peu bipolarisée comme la nôtre, Ahmed Bakayoko a réussi, comme le vent qui souffle sur tout le monde, à faire l'unanimité pratiquement de tous les Ivoiriens. Il a transcendé les ethnies, il a transcendé les clivages tribaux, il a transcendé même les clivages régionalistes. Aujourd'hui, tout ce qui pleure en Côte d'Ivoire, c'est toutes les colorations, c'est des larmes, toutes couleurs qui pleurent Ahmed Bakayoko. Et nous, au niveau de la presse, nous pleurons aussi notre part d'Ahmed Bakayoko, qui est quand même un de nos aînés pour ceux qui sont plus jeunes comme moi, mais qui est quand même l'un des pionniers parce qu'il fait partie de ceux qui, à l'ère de la pluralité de presse, a mis sur pied un journal qui a dirigé, le premier à diriger la conférence des directeurs de publication de Côte d'Ivoire. Et quand vous demandez à Ahmed sa fonction, il vous dira journaliste. Donc nous, la presse, ça va de soi que nous pleurons. Vous avez vu comment tous les journaux ont été en noir le lendemain de l'annonce de son décès. Vous avez remarqué que très peu de journaux ont eu très peu de mots, à part la couleur noire, pour exprimer, pour faire leur grande une, leur manchette. Ça veut dire que c'est un grand homme qui vient de partir. Arriver à faire l'unanimité de tous ces journaux qui ont un certain clivage, qui ont des positionnements que nous savons, faire l'unanimité de tous ces journaux,
Je crois que ça reflète le consensus populaire, national autour de cette personnalité. Et la Côte d'Ivoire perd un grand homme. Alafé Ouakili, vous retenez aussi le consensus? Oui, je retiens le consensus, je retiens le professionnel, puisque ma rencontre avec lui, il y a plus de 20 ans, était une rencontre professionnelle. Je l'ai rencontré dans un cadre professionnel et à partir de cette date, nous ne nous sommes plus lâchés. Nous sommes restés ensemble en contact pratiquement jusqu'à ces derniers jours. Donc, c'était difficile les premiers moments. Je pense que j'avais été contacté pour des réactions, y compris sur NCI. Je n'étais pas en mesure de le faire. Je commence à me retrouver. C'est pour ça que je suis avec vous ce soir pour donner une part de témoignage, d'échanger, dire un certain nombre de choses pour aider à comprendre mieux et faire passer cette épreuve douloureuse pour tout le monde, pour tous les Ivoiriens, pour l'Afrique et pour ses amis de tout le monde, du monde entier. Bien sûr. Monsieur Kouadio Konan-Bertin, vous êtes nommé sur proposition du Premier ministre Ahmed Bakayoko, ministre de la Réconciliation nationale. Toute la Côte d'Ivoire s'accorde à dire qu'Ahmed Bakayoko, c'est un personnage de consensus, donc il pouvait parler avec des gens à gauche et à droite. J'imagine que vous comptiez vous appuyer sur lui pour accélérer la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'était un atout important. Nous étions deux grands complices. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Pour une raison simple. Moi, j'arrive à l'université, je fais sa connaissance. Dans les moments de braise, quand naissait le multipartisme en Côte d'Ivoire. Et puis, c'était l'époque où la FECI naissante avait mis pratiquement l'école en difficulté au motif que, bon, oufoué. Puis voilà quelqu'un que je découvre, teigneux, fougueux, enthousiaste, déterminé, un homme de conviction, et qui défendait Oufoué devant ces milliers d'étudiants agressifs à l'époque. Je tombe amoureux tout de suite d'Ahmed Bakayoko, parce que moi-même, je ne comprenais pas ce qui arrivait à Oufoué. Et donc, c'est comme ça que commence l'aventure. Ahmed, c'est un homme de conviction forte. Quand il a établi une conviction, il doit faire quelque chose, il se donne les moyens de le faire. Nous avons été ensemble dans ce moule que Oufoué-Boigny, parce que, croyez-moi, je ne parlerai pas du PDCI ce soir, mais c'était dans la vision d'Oufoué, le creuset où se cultive, n'est-ce pas, l'idée nation. Je n'ai jamais vu Ahmed Bakayoko autour de lui que des petits Koyaka, des petits Senofo. Depuis l'origine, tout petit, déjà jeune, il avait une claire idée de l'État. C'était un homme d'État. Du brassage. Et du brassage, bien entendu. Et donc, on a fait du chemin jusqu'à ce que, malheureusement, Oufoué décède et nos chemins vont se séparer. C'est pour ça que je vous dis ce soir, tout ne serait pas bon à dire, nous parlerons un autre jour. Mais il avait, vous savez, la politique, avant d'être un métier, c'est d'abord une vocation. Ahmed est un homme politique né, et il avait le flair, et il sait prendre la décision au bon moment, quand elle se présente. Il m'a dit en 2003, en 1993, écoutez, on s'est retrouvés à deux, nos Chebawa s'est séparés. Écoute, Kakabe, moi je pense qu'il faut qu'on aille chercher Alassane Ouattara au FMI. J'ai dit, ah non. Nous sommes tous les deux fidèles à Oufoué. Oufoué décède. Il nous a laissé une constitution, elle est claire. À son article 11, le président de l'Assemblée devient président de l'Assemblée. Je sais ce qu'il m'a dit et je le garde pour moi. Mais dans ces conditions, nos chemins se séparent là. Et donc, en 1993, on se sépare. Lui, avec le président Alassane Ouattara au RHDP, moi-même, avec le président Henri Konan Bédié au RDA, bien sûr, au PDCI RDA. Et quand je deviens président des jeunes du PDCI, en 2003, oui, en 2003, c'est ça. Je suis élu président des jeunes du PDCI RDA et je dois faire mon investiture. Bon, j'approche le président Henri Konan Bédié, je dis, bon, monsieur le président, je vais inviter un ami à mon investiture. À l'époque, c'était la guerre entre M. Bédié et M. Ouattara et les militants, effectivement, des deux partis. Et on me dit, mais attends, de quoi parles-tu? J'ai dit, mais tôt ou tard, on va en arriver là. Il vaut mieux qu'on commence. Si on ne peut pas le faire au sommet, alors que nous, les jeunes, sommes disposés à le faire,
Pourquoi on ne le ferait pas? Je vais voir mon ami Ahmed. Ahmed, je t'invite au siège du PDCI-RDA que tu as quitté il y a si longtemps. Il dit, hé, Kakabe, tu vas me ramener là encore? Je dis oui, et ici on m'agresse. Il dit, mais c'est moi qui t'invite. Tu es un frère, tout le monde sait. Il dit, je viens. C'est de cette façon qu'on va rassembler à nouveau les enfants au Houphouët-Boigny pour reconstruire la belle Côte d'Ivoire de demain. Il faut que tous les deux, on se donne la main. Il faut qu'on y aille ici, on y croit. Voilà comment je fais revenir mon ami Ahmed dans l'enceinte de la maison du PDCI-RDA. Et depuis cette date, nous ne sommes plus quittés. On a toujours travaillé, il a développé une grande capacité d'écoute. Ahmed, vous ne pouvez pas vous imaginer, quand il a fini ses fonctions, ce qu'il a à faire la journée, il se donne toujours le temps d'écouter d'autres sons de cloches. Et donc, moi, à un moment donné, j'étais en rupture de banc, mais il ne me lâchait pas du tout. Tous les soirs, il faut qu'il ait ma version sur tel sujet, ma vision. Nous nous parlions franchement, et très tard la nuit, on se séparait. Il aimait écouter les autres. Ahmed, c'était ça, tout le monde l'a dit. Il avait une claire idée de la nation ivoirienne, convaincu qu'il est pro-Alassane Ouattara. Il doit faire avancer la Côte d'Ivoire. On est arrivé dans l'impasse quand tu as eu la crise. Moi, j'étais député. J'ai été le premier à aller rendre visite au président Laurent Gbagbo. Mais avant d'y aller, Ahmed et moi nous sommes parlé. Nous sommes parlé. Et je lui ai dit, Ahmed, c'est le chemin. Et là aussi, c'est ce qu'il m'a dit. On ne s'est jamais quitté. Jusqu'à ce que, bon, récemment, on se retrouve. Après le décès d'Amadou Gon, il est Premier ministre. La Côte d'Ivoire est bloquée. Nous faisons quoi? Des valeurs qu'on a cultivées en commun. C'est des valeurs de tolérance, des valeurs de paix. Ça fait 10 ans que la crise dure. Eh bien, il faut faire avancer la cause nationale. Il faut aider le président de la République. Tous les deux, nous sommes retrouvés encore une fois pour dire nous devons faire avancer la Côte d'Ivoire. Le dialogue politique est né. Vous avez vu avec quelle dextérité il a conduit ce dialogue politique qui a débouché sur la décrispation. C'est l'homme Ahmed Bakayoko. Il avait l'intelligence du métier qu'il a choisi, c'est-à-dire la politique. Il savait le faire et c'était un génie. Contrairement aux critiques faciles que j'observe, que j'écoute ça et là. Venir d'où il est venu, parce que, comme disait le philosophe, connais-toi toi-même. Ahmed sait qui il est, d'où il vient. Et Ahmed avait ses objectifs. Il s'est donné les moyens avec le temps de les atteindre aujourd'hui. Il fait l'unanimité. C'est quelqu'un que je respecte. Je ne parle pas de lui au passé. Et je le respecte. Très bien. Gervais Coulibaly, vous avez participé aussi à à plusieurs séries de dialogues politiques. Est-ce que vous avez un souvenir en particulier concernant le Premier ministre Ahmed Bakayoko? Oui, c'est déjà la première rencontre. La première rencontre, pas la première qu'on se faisait, la première après mon retour d'exil, quand il s'agissait d'aider à rapprocher les positions. Nous nous rencontrons donc un soir. Je rentre d'exil, c'est mon ministre de tutelle, je suis préfet. Donc quand je rentre, je dois reprendre ma place au ministère de l'Intérieur. Alors il me reçoit et il me dit, je sais que tu as envie de retourner au ministère, mais en même temps, la Côte d'Ivoire a besoin de toi sur le plan politique. Parce que tu es porte-parole, j'étais l'ancien porte-parole du président Laurent Gbagbo. Il faudrait que de ta position et de la mienne, nous puissions rapprocher les positions, les grandes positions, pour qu'on essaie de trouver un consensus pour sortir le pays de la situation dans laquelle le pays se trouve. Je note qu'il avait ses convictions, j'avais les miennes, et nous étions fraîchement sortis, on était encore en pleine crise. Hein. J'ai remarqué que son souci, c'était bien sûr qu'il ne lâchait pas ses positions, mais il acceptait que nous aussi, on ait nos positions et il essayait de les comprendre. Alors, ce n'était pas facile. Nous avons commencé un dialogue qui n'était pas forcément compris de tout le monde. Je l'ai dit, je le redis, ni dans son camp, ni dans le mien, les gens ne comprenaient très bien pourquoi est-ce que nous faisions, j'ai envie de dire, des concessions pour qu'on puisse avancer. Je me souviens un jour où il était question de la libération des camarades qui étaient en prison à Bouna, à Boundjali, il y en avait un autre groupe à Katiola, chez moi, et nous avions commencé à discuter. Et puis, j'insistais pour dire qu'il faut absolument qu'on libère, même si on ne peut pas libérer tout le monde, commençons déjà à libérer des gens.
dans cette discussion, ce n'était pas facile. Parce que nous étions d'accord qu'il fallait libérer. Il était d'accord, un grand lot. Mais quand il allait discuter, il allait rendre compte, le président Ouattara l'écoutait, mais le président Ouattara n'était pas seul à écouter. Il y avait beaucoup de gens autour et ce n'est pas tout le monde qui était d'accord qu'à ce moment-là, on puisse commencer à libérer des gens. Il y en a qui étaient inquiets, non, il ne faut pas les libérer, d'autres, il faut... Et Ahmed était taxé de quelqu'un qui voulait aller trop vite, alors que les autres voulaient qu'on attende. Et moi, dans mon camp, les gens ne comprenaient pas pourquoi est-ce que je discutais pour qu'on commence à libérer jusqu'à ce que les libérations commencent à se faire. Ahmed, il était un homme de conviction, mais je vous dis que ce n'était pas évident. Il ne me faisait pas de cadeaux. Moi non plus, j'insistais sur ce qui me paraissait juste. Alors, quand quelqu'un accepte que lui, il ait des convictions, mais accepte que les autres aussi aient leur position, on commence à avancer. Et avec Ahmed, on avançait. Honorable Bema Fofana, vous êtes de la même famille politique qu'Ahmed Bakayoko, du RHDP. Est-ce que, de mémoire d'homme politique, vous avez un souvenir en particulier qui vous a marqué avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko? Oui, beaucoup de souvenirs d'ailleurs. Vous savez, ma première rencontre avec Ahmed Bakayoko, c'est en 1995. Et on était fraîchement dans le Front républicain. Et mes amis à Bouaké avaient décidé de mener une activité. Et on n'avait pas de moyens pour mener l'activité. Et comme entre-temps, il m'avait mis en contact avec le frère Patrice Gueye. Donc j'ai dû appeler Patrice pour dire « Ah, on a des activités, mais on n'a rien pour mener l'activité. » Et 10 minutes après, c'est le grand frère qui m'appelle. « Tu es où? Mais tu peux venir à Abidjan tout de suite? » Et tu as besoin de quoi? Je vous dis, c'était dérision. Le grand frère, vous parlez du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Il m'appelle, il me dit, tu peux venir à Abidjan? Oui. Je dis, bon, votre budget, c'est combien? J'avais un budget de 150 000. Juste pour avoir 2 mégaphones et quelques... Et il sort, il dit, bon, après, pas de te voir après. Et puis après, c'est 700 000 francs. Et nous, on commence à mener l'activité, ça se passe très bien et on a gardé le lien. Et après, c'est à toutes les étapes. C'est quelqu'un qui te dit qu'est-ce que tu penses. Et quand il te dit qu'est-ce que tu penses, après, il faut que tu fasses des propositions. Parce que Ahmed, c'était... Mais je ne peux pas réfléchir à ta place. Tu es un homme. Apprends à dire ce que tu veux. Apprends à me faire des propositions. Et c'est ce que je faisais. Et dire qu'Ahmed amène les gens à s'extérioriser. Amène les gens à parler. Amène les gens à faire des propositions parce que lui-même était une force de proposition. Et moi, je pense que ça, pour nous, ces jeunes frères, ça nous a vraiment forgé. Et ça, je l'ai retenu et je l'ai gardé pour moi. Bien sûr. Baba Alex Souleymane, ce fort sens de l'écoute, c'est une qualité des grands leaders. Oui, forcément, parce que sa trajectoire atteste de ce que vous avancez et qui a permis donc cet itinéraire de long parcours à travers Mont-Evo, les difficultés qui s'avèrent de façon subtile comme un véritable milieu de terrain qui conçoit, c'est pratiquement un ordinateur, qui a un logiciel, un disque dur, tout cela, il forme un système. Et face à un tel homme qui applique la théorie contraire de la théorie de l'alpiniste. L'alpiniste, plus il va en apesanteur, moins il s'encombre. Lui, il a fait tout le contraire au bas de l'échelle sociale. C'est-à-dire, regarder du haut ceux qui sont et qui fondent la société des nations. Du petit peuple, des artisans, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, produisent ce qui va devenir la force d'attraction d'un système politique et économique. D'où la bonté de cœur exceptionnelle. Quoi que vous soyez, que vous ayez un beau visage, un beau corps, mais lorsque vous n'avez pas la beauté du cœur, vous ne pourrez rien réussir. Ahmed était l'incarnation de la beauté du cœur. La gentillesse dans son expression la plus achevée. J'allais dire même déifiée. Parce que pour lui, certes, les moyens étaient importants. Mais ce qui était plus important encore, c'est ce à quoi servaient les moyens. Pour aider l'autre, son prochain. Et c'est pour cela, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, de façon unanime, quel que soit le milieu, quelle que soit la chapelle politique, à l'unisson, pleure. Un homme d'exception. Et ça, c'est très rare. Parce qu'il est structuré. Il n'a rien fait au hasard. Il savait très bien chaque fois qu'il entreprenait une mission ou bien une action.
Déjà, l'objectif était connu et les moyens pour y arriver s'esquissaient d'eux-mêmes parce que la conception, elle était profonde. Elle était d'une maturation par la grâce divine, parce que son cœur, il était bon. Et ça, très peu de gens peuvent s'en vanter. Bien sûr. Félix Boni, Ahmed Bakayoko, c'est un jeune Ivoirien qui est parti de rien du tout, ou en tout cas parti pas de grandes choses, pour se hisser au sommet de la République. Il décède en qualité de Premier ministre. Est-ce que vous avez des souvenirs de tous les grands défis qu'Ahmed Bakayoko a dû relever dans sa carrière? Comme vous le dites, si bien... Le plus fort que vous retenez. Il est parti de rien pour arriver à ce poste de Premier ministre. Il est parti d'Adjamé Extension. Je me souviens tout jeune, moi j'étais au quartier Brié. Quartier Brié Extension, c'est environ 200 mètres. Le quartier de Feu, c'est une rue qui nous sépare avec, paix à son âme, l'artiste Fax Clax, qui était juste également le voisin. Parti d'Adjamé pour arriver là où on est, déjà c'est tout un exemple, c'est tout un modèle. Et je crois que c'est ça également que la jeunesse doit retenir. La jeunesse ivoirienne doit retenir quelque chose, qu'on peut partir de partout, de Broma côté, d'Abobo derrière, pour arriver au sommet. Je dirais même bien au sommet, parce que Ahmed Bakayoko, c'est la symphonie inachevée. Là où, quand on est Premier ministre, je pense qu'on est à une étape totalement du Graal, comme on le dit. Et sur votre plateau ici, lorsque le président Ouattara avait opté pour un troisième mandat, je fus de ceux qui ont dit que, attention, le troisième mandat pourrait ternir un peu l'image du président Ouattara. Il a encore des hommes autour de lui. Et moi, je n'ai pas hésité à dire, Ahmed Bakayoko fait partie de ceux-là qui peuvent valablement gagner les élections pour que le président Ouattara se repose. Et aujourd'hui, quand on voit toutes ces larmes de tous ces Ivoiriens, on se dit qu'effectivement, il aura été effectivement ce pion-là. Donc, le gros fait de M. Ahmed Bakayoko, il y a ce départ d'Adjamé à là où il est arrivé, mais il y a également sa réussite, sa témérité qui lui a permis de réussir. Le Patriote, quand même, a été l'un des journaux qui a régné en premier plan. Moi, j'ai été rédacteur en chef pendant quelques années. Je suis aujourd'hui directeur éditorial. Je connais l'histoire de cette presse depuis... Au moins, j'ai vécu 25 ans de l'histoire de cette presse. Le Patriote continue de tenir la route jusqu'à maintenant. C'est-à-dire la témérité d'Ahmed Bakayoko fait qu'il réussit pratiquement chaque chose qu'il touche. Mais il y a une autre dimension de l'homme que je retiens également. C'est que Ahmed Bakayoko a compris qu'un seul moineau ne fait pas le printemps. Et comme il voulait faire le printemps, il multipliait les moineaux. Il connaît ses limites. Et là où il sent qu'il a des limites, il pêche les hommes qu'il faut et il avance avec. Et tout ça, ça lui a permis d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son bras, de savoir pêcher les intelligences qu'il faut pour pouvoir avancer. Et ça lui a permis de réussir partout. Au point où Ivoire Soir, où j'ai fait mon stage dans les années 90, Ivoire Soir l'a nommé le Golden Boy. Golden Boy parce que chaque chose qu'il touche, ça devient de l'or. Donc, c'est un monsieur qui a cru à son histoire, qui a cru à son parcours. C'est-à-dire, sa foi lui a permis de franchir pratiquement toutes les étapes pour partir d'Adjamé pour arriver là où nous savons. Alafé Wakili, Ahmed Bakayoko, dans une Côte d'Ivoire post-crise, est nommé ministre de l'Intérieur. Beaucoup de stéréotypes, beaucoup de clichés. Beaucoup de personnes ne vendent pas cher sa peau, mais il finit par relever le défi. Oui, bien sûr. J'ai entendu de nombreux témoignages, aussi bien dans son camp, dans sa famille politique qu'à l'extérieur. Beaucoup ne vendaient pas cher sa peau, mais les gens oublient qu'il était déjà dans la fonction pendant la crise post-électorale et alors qu'ils étaient au Golfe. Donc, c'est les réseaux qui ont été mis en place, qui ont été déployés, qui ont été mis en service. Et vous avez remarqué qu'il a appliqué une politique, justement, qui n'a pas été celle de la chasse aux sorcières, qui n'a pas été celle des règlements de compte au niveau de la police, au niveau de l'administration, au niveau de tous les secteurs dont il avait la tutelle. Et ça, ce fut un élément quand même assez important qui a aidé à maintenir la cohésion au niveau de la police, redonner la confiance à la police, même si ça entrait dans un cadre global d'une vision du président de la République qui indiquait que les policiers, les gendarmes, les militaires, à part quelques-uns qui ont été les plus actifs, n'étaient pas les principaux responsables de la crise, mais plutôt les acteurs politiques qui ont eu à donner des ordres à exécuter. Donc, dans sa vision de décliner cette directive d'ensemble du gouvernement et du président Ouattara, il a mis sa touche personnelle qui a permis de stabiliser
ce corps important ainsi que l'administration préfectorale. Et au-delà de l'intérieur, finalement, Ahmed Bakayoko se voit confier les rênes du ministère de la Défense dans une Côte d'Ivoire des années 2017, en proie à un début de mutinerie. Là encore, Ahmed Bakayoko réussira le défi auquel il fera face. Monsieur le ministre Kwadwo Konabertin. Toute sa carrière, il n'y a que ça, le défi. Et c'est ça qui fonde mon admiration personnelle. Je vous ai évoqué l'épisode de 93 après la mort du président Oufou. C'était un immense défi. Déjà à cette époque, il fallait appliquer l'article 11 de la Constitution, faire d'Henri Konan Bédié président de la République Côte d'Ivoire, alors qu'on était tous du même moule, du PDCI-RDA. Ahmed se démarque. Il nous brave tous. Il dit, je vais chercher Alassane Ouattara au FMI pour en faire le président de la Côte d'Ivoire. En définitive, c'est lui qui gagne. Et je ne vous cache pas que quand le président Ouattara devient président de la République, il me téléphone. Le premier, il ne te presse pas, je suis en chemin. Parce qu'on s'était lancé le défi. Et donc, je vais le voir. Et je dis, bon, tu as gagné. Voici une bouteille de champagne pour te féliciter. À l'époque, déjà, eux, ils ont hérité de patriotes. Mais ils ne savent pas les conditions dans lesquelles le patriote est né. Il y avait Bol Koch, il y avait l'œil du peuple. Voici des journaux qui n'avaient pas de siège, qui existaient, qui paraissaient chaque matin pour attaquer Oufoué. Ahmed nous réunit, il faut qu'on crée un journal. Mais enfin, ça vient d'où ça encore? Voilà comment il crée le Patriote sur le campus. Le Patriote est né aujourd'hui, c'est un défi qui a été relevé également là. Le journal PDCI au départ. Bien entendu, chaque fois sur son chemin, il n'y a eu que ça, le défi. Ahmed arrive, après la crise, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Personne ne va chercher sa peau. Tout le monde est là et on voit bien qu'il réussit encore là dans ses fonctions. Premier ministre, voici quelques mois déjà que tout le monde voit ce qu'il fait. Je dis, et je le répète, et j'insiste, la politique, avant d'être un métier, c'est d'abord une vocation. C'est sa vocation. Et Ahmed avait ce génie-là, cette vision, cette capacité, et quelqu'un l'a déjà dit, je l'ai déjà entendu, eh bien, il a été à l'école de la vie. Il a été à l'école de la vie et il a appris de la vie. Oufou l'a dit, c'est l'école qui ne décerne pas de diplôme. Mais voilà. Mais la chance qu'il a eue, et ça faisait partie des débats que nous avons souvent, tout ce génie-là, toute cette chance, tout ce savoir-faire n'aurait pas pu te permettre d'éclore si tu n'avais pas eu un tuteur. Et ce tuteur-là, qui aura été pour Ahmed un élément fondamental, un atout pour lui, c'est bien le président de la République, Alassane Ouattara. Évidemment. Alors, je prends un témoignage de l'un de nos internautes, Yao Bernard Assandé, qui dit « Bonsoir, avec la crise de 2002, nous les étudiants déplacés de Côte d'Ivoire, dirigés par le président Assandé, Yao Bernard de Boaké, recevons un soir un appel de Miss Touré, chargé d'études du ministre Ahmed Bakayoko, ministre d'Intic, de la part du ministre pour s'enquérir des difficultés des étudiants venus des zones CNO, des grandes écoles de Côte d'Ivoire. Ce jour, les droits d'inscription de 1084 étudiants ont été pris en compte par lui. 1084 étudiants ont été pris en compte par lui. 10 tonnes de riz, de l'huile, en clair, des vivres et des non-vivres nous ont été octroyés par le Golden Boy. Merci pour avoir sauvé 1084 étudiants venus de Mans, d'Odiéné, de Boaké, de Korogo. Puisse Dieu aider et lui accorder le paradis. Alors, ce genre de témoignages, d'anecdotes sur le social, il y en a beaucoup. Honorable Bema Fofana. Oui, mais avant même d'aller sur le social, je voudrais renchérir ici ce que le grand frère Kakabé dit. Et un jour, en pleine crise, quand la mutinerie débute, 1 an ou 2 ans auparavant, on avait eu une discussion très chaude. Et moi, je croyais à quelqu'un d'autre pour être le successeur du président Alassane Ouattara. Et je le lui ai dit ouvertement. Mon frère, moi, je pense que tu n'es pas prêt. Et moi, j'ai d'autres options sur la table et je vais vraiment me battre pour que je me suis engagé. Et comme vous le connaissez, on s'est séparés un peu en queue de poisson, mais c'est quelqu'un qui savait contenir sa colère. Et un jour, et puis, on était là et puis la mutinerie a éclaté. Et je travaillais avec le Premier ministre Guillaume sur le dossier et avec le ministre Konaté. Et puis, vers 17h, il m'appelle. Je dis, oh non, je suis à Boaké. Et tu sais, Bema, tu es la dernière personne que je voulais appeler aujourd'hui. Mais quand il s'agit de la Côte d'Ivoire,
rien n'est au-dessus du pays. D'après tous les renseignements que j'ai, c'est toi qui peux décanter cette situation. Je compte sur toi, le vieux t'appelle dans peu de temps. Vas-y et fais-moi des propositions. Pour dire comment le ministre d'État, en son temps, pouvait transcender, pouvait laisser derrière lui quand il s'agissait de... Ce ressentiment. Et donc, pour tout ce qui est dit, pour parler de générosité, après toutes ces étapes, je lui ai fait beaucoup de propositions. Et aujourd'hui, depuis plus de 10 ans, à Bouaké, plus de 200 familles. Je dis bien plus de 200 familles, parce que je pèse bien mes mots, qui reçoivent tous les mois plus de 10 millions du Premier ministre Ahmed Bakayoko. 200 familles. Plus de 200 familles. Les 200 familles, ça, c'est ce qui se passe tous les mois. Et c'est un chiffre bien connu. C'est 10 millions. Et il y a quelqu'un, je n'ai jamais appelé le Premier ministre pour dire la date est arrivée, les gens ont besoin, les gens ne m'ont jamais demandé. Mais tous les mois, ça arrive aux familles. Et je voudrais vous dire, même sur son lit d'hôpital, j'ai reçu les moyens, ces moyens pour donner aux gens. Il n'y a qu'avant-hier que j'ai donné les derniers. Donc pour dire qui était l'homme. Et vraiment, que Dieu lui fasse miséricorde. Cette générosité, où il tirait la source de cette générosité, Félix Boni? Justement, cette générosité, cet humanisme, toute cette dimension qu'on est en train de décrire aujourd'hui d'Ahmed Bakayoko. Moi, aujourd'hui, quand je parle d'Ahmed Bakayoko, je parle d'Houphouët-Boigny. Et quand on dit Ahmed Bakayoko est allé à l'école de la vie, comme le ministre Kakabé vient de le dire, mais il est allé à l'école d'Houphouët-Boigny. C'est le vrai prototype de l'oufoutisme. Parce que Ahmed Bakayoko, n'oublions pas, il a commencé la politique où? Par le défunt mouvement des élèves étudiants de Côte d'Ivoire. Et lorsque vous regardez un peu ceux qui ont émergé de ce mouvement des élèves étudiants de Côte d'Ivoire, vous voyez qu'ils ont cette dimension-là qui transcende un peu les différents clivages qu'on connaît jusqu'à maintenant sur la scène politique. Même si quelques-uns n'arrivent pas à s'en départir, mais beaucoup parmi eux arrivent à transcender quand même cette dimension. Parce que le MESI dont on parle, pour être président de MESI dans une section quelque part, on n'a pas besoin de savoir d'où tu viens, qui tu es. Ce sont tes compétences. Tu vas aux élections, tu es battu ou tu gagnes et tu deviens le président de MESI. Et à l'époque, on a vu plein de jeunes qui sont de familles modestes, mais qui ont pu transcender, j'allais dire, qui ont pu battre des candidats qui viennent de familles plus aisées. Et ça a permis à des gens comme Ahmed Bakayoko d'avoir confiance en eux, de sortir de la modestie pour être parmi les dirigeants à cette époque-là. Et je pense que cette école de l'oufouettisme-là, elle a produit des fruits et elle a permis à quelqu'un comme Ahmed Bakayoko d'être un modèle. Et la leçon que moi je tire de cette école, c'est que nos formations politiques devaient avoir des viviers de ce genre, des écoles politiques pour former les prochaines élites politiques. Parce que même aux États-Unis, on forme les futurs sénateurs. À un voyage aux États-Unis, je me retrouve au Sénat et je me retrouve avec des enfants de 11 ans à qui on apprend à s'asseoir, comment s'asseoir dans le siège du Sénat, c'est-à-dire on les prépare déjà à la fonction de demain. Ne fait pas la politique qu'il veut. Il y a la vocation, comme le ministre l'a dit, mais il y a aussi la formation politique. Et je crois qu'Ahmed Bakayoko a été formé au moule de l'oufouettisme qui transcende les ethnies. Oufou a été un président qui a transcendé les ethnies, qui a transcendé les régions. Il a été député à Korogo, tout le monde le sait. Et je pense que ces exemples ont fortement édifié le Premier ministre Ahmed Bakayoko, lui ont permis de devenir ce qu'il est devenu et cet homme que toute la Côte d'Ivoire pleure aujourd'hui. Avec son équation personnelle. Avec son équation personnelle. Quand vous dites avec son équation personnelle, vous faites allusion à quoi? Oui, à une aura. Vous pensez que l'aura seulement suffit en politique pour briller comme il l'a brillé? L'étoile qu'il a été. Bien qu'aujourd'hui, au moment où nous en parlons, avec beaucoup de regrets, qu'il aura été une étoile filante, n'a pas jailli ex nihilo. C'est-à-dire, ce n'est pas parti de rien. Ça a été conçu. Ça a été planifié et rigoureusement et méthodiquement mis en application par un esprit brillant qui a compris le contexte, l'environnement et le milieu dans lequel il était, qui a su faire la part des choses entre ce qu'il fallait respecter et éviter que le chemin qui est pris pour arriver à un objectif ne soit, j'allais dire, d'une manière ou d'une autre, soit contrarié, soit stoppé. Ça, c'est l'intelligence humaine. Et rien qu'à le regarder, par rapport aux deux exemples que M. le ministre et Félix Boni citent, j'étais rédacteur-chef du journal du parti au pouvoir, le PDC-RDA. Donc, la haute baronnie PDCienne
dont le radical, la racine, part depuis les années immémoriales, c'est-à-dire depuis que le monde, avant même que le PDC n'existât, c'était déjà prévu. Et ce jeune homme qui, après ses études au Burkina Faso, supérieures, son n'est pas ça qui a un bac D, qui a 3 années d'enseignement supérieur et qui vient à la faculté de médecine avec son ami Albert Mabry-Touakos, c'est la même génération, et qui se battent l'un pour assumer la charge. Donc, je rejoins Kakabé, donc qui ont eu des témoins et acteurs. Et en définitive, il devient le directeur de campagne de Mabry-Touakos. Mais son aura étant telle, il finit par supplanter son ami frère, qui est là, qui écoute. Et à un moment donné, avec le printemps des démocraties dans des pays... La chute du mur de Berlin. Absolument. Mais naturellement, les intellectuels ivoiriens amenés par le président de Sinakassi à l'époque, le docteur, je crois, Assoadou. Et puis, était Marcel, qui avait le syndicat de l'enseignement supérieur, le Sinares. Alors, il faut un bloc à tous les intellectuels, l'élite qui était sur le campus. Le parti au pouvoir était totalement dépourvu et n'avait pas de défense. Ouattara, le premier chef du gouvernement, d'abord gouverneur de la BCAO, coopté par son père, le président Fauboigny, pour qu'il vienne à son secours, arrive et constate mais que c'est toute c'est-à-dire une baronnie dévastée, avec un goulot d'étranglement, il arrête l'hémorragie, et ce jeune homme, donc, de son piédestal, décide de faire un journal à Mabry-Touakos. Il y a un titre, le DNA. Ils finissent par choisir le Patriote parce qu'en 91, Bush père déclenche les hostilités Iran-Irak. Les missiles patriotes. Donc, sonnent et résonnent dans l'esprit du jeune homme qui a envie de porter la charge pour défendre le régime. D'abord, parce que Ouattara est premier chef du gouvernement, avant qu'il ne le devienne, il était président du comité interministériel. C'est cela. Et puis, courageusement, il en parle au ministre Vamoussa Bamba. Il pose les premiers jalons. Mais le tout n'est pas de poser les premiers jalons. Mais est-ce qu'on a l'expertise suffisante? C'est cela. Et c'est ainsi que le ministre Vamoussa Bamba, le grand frère, m'appelle, moi. Je suis à la Cité des Arts chez moi à la maison. Ça, c'est l'histoire. C'est cela. Infalsifiable. Je les prends tous, y compris lui, dont j'avais déjà perçu l'intelligence fine par rapport d'abord aux discussions que nous avions. Et le ministre Vamoussa me dit, bon, écoute, tu vas t'occuper de ces jeunes gens, puisque tu as déjà tu es rédacteur chef du journal du parti au pouvoir, c'est éminemment important dans le contexte actuel, tu le sais très bien. J'ai dit oui, grand frère. Il dit, d'ailleurs, il y a 2 jours, tu étais chez le président, le premier ministre Ouattara. J'ai dit oui, effectivement. Parce que Mme Pierre, qui était la secrétaire du premier chef du gouvernement, lorsqu'elle vous appelait, c'est que vous aviez la chance de parler au premier chef du gouvernement. C'est ainsi que donc j'ai conçu l'équipe. Et il est structuré avec un homme qui a eu à mon égard une affection sans commune mesure. Et c'est parce que nous sommes sur un plateau. Sinon, nous sommes des êtres humains. Des larmes, nous en avons coulé, vous, tous, tant que nous sommes, pour l'histoire de cet homme, pour la vérité qu'on ne peut pas falsifier, parce que son destin était de devenir grand. Quoi qu'il se fût, c'était de devenir ce qu'il est devenu, une étoile. C'est cela. Qui a brillé au firmament de la grandeur de la Côte d'Ivoire. Et ça, je ne pense pas qu'il y en aura beaucoup qui auront j'allais dire, c'est cette félicité divine. Lui, il l'a eu. Et c'est tout bénéfice. Et Dieu, qui est l'incarnation de l'espérance, qui est la clé des voûtes du bonheur partagé, saura, j'espère bien, lui accorder les faveurs divines
dans son royaume. Et apaiser le cœur de tous ceux qui ont mal en ce moment. Alors, messieurs, je reviens à vous juste après cette petite pause. De NCI 360, émission spéciale dédiée à un hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko, rappelé à Dieu cette semaine des suites d'un cancer foudroyant à l'âge de 56 ans. En plateau, nous avons le ministre Kwadjo Konan-Bertin, ministre de la Réconciliation nationale, Bamba Alex Souleyman, journaliste, patron de presse, expert en stratégie, honorable Bema Fofana, député de Bouaké, Gervais Koulibaly, ex-vice-président de la CEI, président de CAP UDD, Félix Boni, journaliste éditorialiste, et Alafé Wakili, journaliste, directeur général de l'Intelligent d'Abidjan, en duplex avec nous depuis l'extérieur du pays. Alafé Wakili, avant la pause, nous parlions d'Ahmed Bakayoko, le consolateur, l'homme qui faisait beaucoup dans le social. Une anecdote, un souvenir? Deux souvenirs. Moi, je le connais il y a plus de 20 ans. Et je peux dire que dans notre relation, je ne crois pas qu'au bout de ces 20 ans, il ait changé 2 fois de numéro. En tout cas, le numéro sur lequel on pouvait le joindre jusqu'à ces derniers jours est un numéro qu'il avait depuis longtemps, qu'il a gardé lorsqu'il est devenu ministre d'État. Il a gardé le même numéro lorsqu'il est devenu Premier ministre. Il n'a pas changé de numéro. Ça donne une idée de ce qu'il n'a jamais voulu se barricader derrière les fonctions pour couper le pont, pour couper les liens avec toutes les personnes qu'il connaissait. C'était quelqu'un d'accessible. Il pouvait souvent s'en plaindre, se plaindre de ne pas avoir de temps pour lui, mais il n'en voulait pas aux gens de le solliciter et essayer de répondre à leurs sollicitations. Il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué chez lui. On a donné l'exemple des gens de Bouaké et le député Bema a dit qu'il a demandé des propositions. Il y a des situations pour lesquelles lui-même il décide de façon spontanée ce qu'il va faire, comme pour les jeunes étudiants déplacés. Mais quand tu le sollicites, il aime que tu sois précis. Tu dis, monsieur le ministre d'État ou monsieur le Premier ministre, j'ai besoin que vous m'aidiez ou que tu m'aides. Mais il estime que ce n'est pas à lui d'imaginer le niveau d'aide à apporter. Et qu'il est important, lorsque tu fais une requête, d'être précis. Si tu as besoin de 100 millions, il faut le dire. Si tu as besoin de 10 000, il faut le dire. Et en fonction de tes besoins, il verra en fonction de ses capacités et de ses sollicitations ce qu'il pouvait apporter comme réponse. Voici les 2 observations que je peux faire. Très bien. Alors, je retiens de ce que vous venez de dire, la proximité avec les autres, sans changer de numéro de téléphone pendant près de 20 ans. Monsieur le ministre, c'est possible d'être un homme politique et ne pas rester dans sa tour d'ivoire, être proche des gens, comme l'a fait le Premier ministre Ahmed Bakayoko? C'est possible. Je confirme ce qu'il vient de dire. Je ne l'ai connu qu'avec un seul numéro depuis que nous nous connaissons. Exact. On peut porter aussi, témoignage. Moi aussi, je n'ai qu'un seul numéro jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que je n'ai pas encore atteint son niveau, mais c'est possible. On peut vivre en restant soi-même, évoluer en considérant tous ceux avec qui on a commencé. Et c'est ça. C'est ce que j'ai dit au départ. De toute façon, ce qu'il a choisi de faire, il le sait très bien. La matière, c'est l'homme, c'est l'être humain. Exactement. Et qui c'est cet homme qui veut être un homme politique de renom et qui veut replier sur lui-même? Non, ça n'a pas de sens. Vous êtes bien d'accord que ça existe sur la scène politique? Ah oui, ça, à foison. C'est légion. Et ça doit être d'ailleurs. À foison. Ce que je voulais souligner, je vois beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui qui louent, qui vénèrent Ahmed parce qu'il est généreux, il donne. Mais il faut que les jeunes regardent de là. D'où est-ce qu'ils tirent ces moyens pour aider tant de personnes? C'est la question que j'avais posée. Quelqu'un qui n'est pas structuré, quelqu'un qui n'est pas organisé, quelqu'un qui ne bosse pas, qui ne travaille pas, qui n'a pas d'ambition, qui n'a pas des objectifs, ne peut pas arriver à un tel résultat. C'est ça qu'il faut que tous les jeunes retiennent. Le tout n'est pas de dire, Dagame, il est arrivé là. Non. Mais comment? Parce que nous, ce qu'on retient, c'est ce qu'on nous donne. C'est ce qu'ils nous donnent. Non. Mais comment? Mais c'est extraordinaire. Moi-même, j'avoue que j'ai découvert mon ami sur ce plan-là, après sa mort. De voir que tout autour d'Ahmed, finalement, des gens viennent du Congo pour témoigner. Telle musique, c'est lui. Tel temps, c'est lui. Mais je me dis, attends, comment s'y prend-il pour le faire? Est-ce qu'il m'avait communiqué un temps, soit peu, ce génie-là? Mais c'est extraordinaire. Il parlait d'intelligence, il parlait de logiciels. Mais tout est programmé.
Et il sait s'entourer. Il sait s'entourer. C'est tout ça. Il sait s'entourer des compétences, des valeurs. Quelqu'un qui veut aller loin, c'est dans son entourage qu'on mesure ses ambitions. Voilà qui était Ahmed. Donc c'était un homme structuré, un homme organisé, qui savait où il partait et il se donnait les moyens de son action à tout moment. C'est ça qui me fascine et c'est ce que je voulais que les jeunes retiennent d'Ahmed Bakayoko. Ce que vous dites est aux antipodes de l'image qu'on a voulu lui coller à un moment. On se disait c'était quelqu'un qui n'était pas travailleur, qui n'était pas très concentré. Aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Vous ne permettez pas du tout. Oui, bien sûr, allez-y. Il ne faut pas nier ça. Moi, j'ai partagé ces moments-là avec lui. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, et c'est ça que j'admire sur lui, quand vous n'avez pas la capacité, les mêmes forces et les mêmes moyens qu'un autre, il faut reconnaître. Voilà. Et il y a quelqu'un qui prend ce malin plaisir de dire Ahmed ci, Ahmed ça. Le jour où le président de la République fait de lui ministre de la Défense, j'ai été le voir et dit le président Alassane a le nœud creux. Il sait choisir les hommes. Parce qu'il t'a choisi toi, il va stabiliser la Côte d'Ivoire. Ahmed est resté ministre de la Défense. Dans quelle période, vous savez très bien, le régime s'est stabilisé. Comme quand il est passé au ministère. Et un homme comme ça, il se trouve des esprits qui veulent faire croire que c'était bon à rien. Je suis désolé. C'est de la jalousie et c'est de la méchanceté. Mais bien sûr. Alex. Oui. Non, ça ce sont des clichés, des stéréotypes de personnes qui, à la vérité, ont une vision manichéenne de l'existence humaine. Comment ne peut-on reconnaître à l'autre, ton prochain, les qualités intrinsèques qui sont les siennes et qui ont forgé sa personnalité dans un contexte concurrentiel où seul le talent, le brio, le génie, la maestria permettent de s'élever au-dessus des contingences à école égale, à facteur à résoudre égal, à autant de problèmes auxquels, dans la vie, les uns et les autres ont à faire face. Que certaines personnes puissent émerger et transcender toutes ces considérations pour se hisser au sommet, sans en rien regarder le chemin qui a été parcouru, et tenir un discours aussi simpliste, traduit tout simplement de l'aigreur et de l'incapacité de cette personne à pouvoir s'assumer et à reconnaître aux autres. Mais qui est-il? A-t-il, lui, le monopole de l'intelligence du savoir? Est-ce à lui que Dieu a-t-il donné les moyens pour jauger de la capacité des uns et des autres à être brillants ou à s'élever au-dessus des contingences? Non. Tous ceux, et heureusement pour nous et pour lui, qui sont une infime minorité, parce qu'il y en aura toujours des personnes, des Cassandres, pour vouloir ternir. Mais avant de salir l'autre, il faut t'assurer que toi-même, l'habit que tu portes est suffisamment propre. Félix Bonnier, vous voulez réagir? Je pense que si ces Cassandres, il y en existe, ils seront vraiment, on peut les compter sur le bout du doigt, parce que pour quelqu'un qui est parti de ce qu'on est en train de dire, de là où il était, au niveau où il est arrivé, quand on n'est pas travailleur, je ne pense pas qu'on puisse vraiment gravir ces échelons. On peut tout dire du Premier ministre Ahmed Bakayoko, mais sauf le mot travailleur, qu'on ne peut pas vraiment l'indexer, le stigmatiser comme quelqu'un qui n'était pas travailleur, parce que j'entends plutôt des gens qui parlent de son niveau. Mais justement, il en avait tellement conscience de ce qui n'est pas médecin, pour quelqu'un qui a voulu être médecin, qui a fait de la médecine, qui s'est toujours entouré à chacune de ses fonctions des hommes qu'il faut pour pouvoir arriver au résultat qu'il faut. Ministre de l'Intique, ministre de l'Intérieur, n'est pas ministre de l'Intérieur qui veut. Vous savez, le sommet d'un ministre de l'Intérieur, lorsqu'il vient nous rendre visite, vient rendre visite à son frère, paix à son âme, mon grand frère, qui est agent, député maire des Grands là-haut, mais le ministre de l'Intérieur, à 4 h du matin, il est debout, en train de travailler. Entre-temps, on a dormi pratiquement à 1 h du matin. À 4 h du matin, il est en train de travailler. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas travailleur. Est-ce que vous savez ce que c'est, le stress d'être ministre de la Défense dans un contexte de mutinerie et arriver à stabiliser le pays dans ce contexte? Non. Je pense qu'il y a des clichés qu'on ne peut pas coller quand même au défunt Premier ministre. Quand quelqu'un meurt en Afrique, on dit on doit embellir son image, mais pour ce qui concerne le Premier ministre Ahmed Bakayoko, je crois que lui-même, il a embelli son image avant de mourir. Alors, au cours d'une interview sur la RTI, dans une émission dont le titre était « Parlons franchement », il était reçu par l'un de nos aînés, Brouaka Pascal, et il lui disait, justement, parce que je n'ai pas de niveau d'études très avancé, comme beaucoup veulent me le reprocher,
justement, je me bats doublement pour ne pas que les jeunes qui n'ont pas de diplôme n'aient pas de place au soleil. C'est quelque chose qu'il assumait. Oui, je pense que quelqu'un l'a dit. Hein. Ahmed était conscient que les tâches qu'on lui confiait relevaient de l'intelligence qu'il fallait avoir d'abord pour choisir les hommes. Quelqu'un l'a dit. Il faisait toujours un bon casting. Et quand il ne savait pas quelque chose, il n'hésitait pas à appeler celui qui sait pour lui dire « Viens m'expliquer ». Je l'ai rencontré plusieurs fois sur des sujets, par exemple sur la décentralisation. Il m'appelle, il me dit « Toi, tu sais, dis-moi, on m'a fait telle note, lis-la, qu'est-ce que tu en penses ?» Parce que de toute façon, c'était clair, nous ne sommes pas du même bord politique, je ne suis donc pas un adversaire pour lui. Donc il me dit, de toutes les façons, tu vas me dire la vérité, ça c'est ta nature, tu ne pourras pas faire autrement. Et je lui dis, je pense que là ils ont raison, là peut-être, mais bon, mon point de vue, le voilà. Il me dit, mais explique-moi telle chose, comment ça se fait? Je ne suis pas, il n'a pas fait ces études-là, mais personne ne peut avoir fait toutes sortes d'études. Absolument. Mais personne. Et puis le plus important pour moi, c'est comment est-ce que vous vous y prenez pour manager une équipe. Un ministre, c'est technique bien sûr, mais il a des techniciens autour de lui. Le ministre de l'administration du territoire a des préfets qu'il va envoyer faire le travail. Lui, il doit réfléchir pour savoir comment son patron, le président de la République, souhaite, où il veut qu'il aille, et puis vous dit, voici où je veux aller. Le DIRCAB, son DIRCAB en son temps, le préfet Toby a fait un poste dans lequel il a bien expliqué comment évoluait le ministre d'État Ahmed. Et je suis d'accord avec lui, il avait sa façon à lui de voir. Quand il vous rédigez un courrier, vous avez votre manière d'énarque, et lui, il a sa manière à lui de voir. Il faut le convaincre. Quand vous avez réussi à le convaincre, ça marche. Alors, c'est vrai qu'il n'avait peut-être pas un doctorat en ceci ou en cela, mais Ahmed savait demander quand il fallait demander pour pouvoir faire ce qu'il fallait faire. Et moi, je pense que ça, c'est important. Et il n'avait pas moins fait ses humanités. Ouais, parce qu'on n'arrive pas à l'université, comme sur un coup de dé. Chacun connaît le processus pour arriver à l'université. Et qui plus est, avec un bac D, qui traduit bien le niveau de maîtrise des mathématiques et des sciences spéciales qu'il a fait dans l'université de Ouagadougou. À l'université d'Abidjan, il était en 3e année de médecine. Le ministre Mabry Touakeus, qui est son binôme, pourrait l'attester. Alors, est-ce que déjà à ce niveau, après être venu au journalisme pour en avoir été le patron pendant de longues années, pour avoir une écriture assez digeste, ce que je peux attester, pour les avoir reçus, pour les avoir lus, ben, c'est un homme aux qualités qui traduit bien ce qu'il est devenu par la suite, par la grâce divine. Et ça, je peux vous voulez apporter un additif, Félix? Il a été nommé pour diriger la radio Nostalgie et aujourd'hui, on sait que c'est une grande radio en Côte d'Ivoire. C'est cela. C'est-à-dire qu'il ne faudrait vraiment pas... Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Je crois que ceux qui le disent doivent être vraiment d'une infime minorité. Voilà. Très bien. Il y a une chose qu'il faudrait noter. Oui. Ce n'est pas parce que quelqu'un aime s'amuser qu'il est un plaisantin. Absolument. Ahmed aimait bien s'amuser. Il aimait aller danser, il aimait se retrouver avec les Ouglous, avec les coupés de Calais. Mais c'est sa nature. Oui. Mais quand il arrivait au bureau pour travailler, il travaillait. Et c'était un autre homme. C'était un autre homme. C'est-à-dire qu'il faut savoir faire ses tiroirs. C'est cela, honorable. Et puis, il faut même dire, au-delà de sa personne, regarde les hommes d'affaires, des personnes anonymes qu'il arrive à mettre au soleil. Beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui sont partis grâce à Ahmed. Beaucoup, et moi j'en connais plein avec qui, quand tu viens devant lui, tu discutes. Il te dit, mais ça, je pense que ça ne va pas marcher. Et il avait le flair. C'était un intellectuel. Et je veux sur ce plateau qu'on fasse la différence entre un diplômé et un intellectuel. Bien sûr. Ahmed Bakayoko était un intellectuel. Et ça, personne ne peut le nier. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui produit des idées. Ouais, absolument. Un diplômé, c'est quelqu'un qui a reçu une instruction et donc qui est sanctionné par un diplôme. Et qui peut même avoir triché. Ouais. Enfin. Et sans qu'il n'ait démontré en quoi que ce soit
que ce diplôme ait le mérite. Enfin. Et il y en a à foison. Enfin, Nous en avons enseigné. je vous laisse la responsabilité de vos propos, cher René. Alors, Alafé Wakili, de mémoire d'observateur, ces 15 dernières années sur la scène politique, est-ce qu'on a des modèles comme Ahmed Bakayoko, des gens qui sont partis de rien, qui ont gravi tous les échelons dans leur famille politique et qui sont arrivés au sommet? Bon, bien sûr, on a... Est-ce qu'on aurait un autre... Aujourd'hui, il a été mis à la lumière. On a son parcours. Il était différent, peut-être, de Amadou Gon Coulibaly, mais on voit que sous le moule, derrière Alassane Ouattara, les deux pétris par lui, ont une histoire identique. Avoir cru à un homme, avoir cru à un combat, avoir cru à une cause. Et ça révèle des choses. Les deux ont eu à peu près le même parcours autour d'Alassane Ouattara. Les deux ont terminé Premier ministre. Donc, c'est dire que ces deux sont des modèles pour la jeunesse. Et n'oublions pas comment nous avons célébré Amadou Gon Coulibaly. Et comment il y a ce choc aussi d'aujourd'hui et cette forte douleur-là. C'est ces deux choses ensemble, ces deux réalités qui deviennent plus insupportables. Je voudrais profiter pour ajouter qu'Ahmed Bakayoko était aussi un homme de foi. La générosité dont on parle, pour la faire, il faut être un homme de foi, il faut croire en Dieu. C'est un homme qui croyait en Dieu. C'est quand tu crois en Dieu que tu aimes les hommes et que tu partages. Lorsque, il y a 2 ans, j'ai décidé d'effectuer mon pèlerinage, il ne m'a pas découragé comme d'autres qui ont dit « Tu es jeune, est-ce que tu es sûr que tu pourras ?» Il m'a simplement dit « Mais pourquoi maintenant? Je vais voir ce que tu peux faire. » Quand j'étais à l'intérieur, il y avait des possibilités. Mais comment tu as fait? Quand je lui ai expliqué que je n'ai pas voulu le gêner, il a décidé de prendre en charge tout ce que ça coûtait. Il dit « Non, j'ai déjà payé. » Il a dit qu'il va rembourser et il a même remboursé 3 fois. Ça, c'est un homme de foi qui peut faire ça. C'est un élément important. Et lui-même, il a accompli son pèlerinage et on a vu comment il témoignait de cette foi de façon régulière. C'était un musulman, c'était un homme de foi. Au-delà de l'islam, nous savons tous que son épouse est chrétienne et il ne le cachait pas. C'était un homme de tolérance et un homme de tolérance religieuse. C'est important à le signaler. La tolérance, c'est ce qui revient dans bien de témoignages, messieurs. D'autres souvenirs Oui, mais Moi, je voudrais honorable. surtout dire que Ahmed, c'était un homme. Juste un homme. Et j'ai un aîné un jour qui me dit « Ah, il a besoin de voir Ahmed sur un dossier. » Je l'appelle, il était à Séguéla. Il me dit « Bon, viens. C'est difficile, c'est short, mais viens, venez ensemble. » On arrive à Séguéla et après, c'est le balai des ministres. Plusieurs ministres, et puis il est 1h du matin et le protocole dit bon, le ministre d'État est fatigué et il est monté. On était là depuis 21h et j'ai pris la route. Mon aîné qui... Est-ce que c'est sûr que tu as dit... Est-ce que c'est lui qui nous a demandé de venir? Je dis bon, je vais essayer et puis j'ai envoyé un message. Il a envoyé un message, il dit bon, nous on est là, on nous a dit que tu es... Il dit mais pourquoi? Et puis il m'appelle. Et puis il dit, mais revenez tout de suite, je vous attends. Depuis 21h, vous êtes dans le fil conducteur. Mais c'est le responsable du protocole qui n'a pas voulu, parce qu'on n'avait pas peut-être d'autres relations avec lui. Il a cru que j'étais le moins nanti dans l'affaire, mais il m'a mis derrière. Mais quand on est arrivé, il est sorti avec toute la joie, tout l'enthousiasme qu'on lui connaît. Il m'a accueilli, on est resté jusqu'à 3h du matin. Parler de tous nos problèmes, parler d'autres choses, et le grand frère aujourd'hui me respecte bien. Et donc, c'était ça, Ahmed. Donc, c'était des témoignages aujourd'hui qui font que nous, on a commencé à le respecter. Et il nous a dit, je suis parti de rien pour arriver là où je suis. Croyez en vous. Vous pouvez tous être des Ahmed Bakayoko. Et honnêtement, je crois à ça. Et je pense que tous les jeunes Ivoiriens doivent s'inspirer de ça. C'est ça le plus important. Ce qu'il a donné, oui, Dieu le lui rendra. Ce qu'il a fait, oui, Dieu le lui rendra. Mais il serait heureux de voir que tous ces jeunes-là deviennent des modèles, puissent se prendre en charge et demain donner comme lui, il a commencé à donner. Félix Bonny. Il y a pas plus tard qu'il y a un confrère étranger qui me demandait est-ce que après le décès de votre Premier ministre,
la Côte d'Ivoire, la réconciliation en Côte d'Ivoire va pouvoir continuer? Est-ce que la réponse que je lui dis, c'est que la fin d'Ahmed doit servir de leçon aux Ivoiriens. Comment? Son vécu et toutes les larmes qui sont en train de couler de toutes les chapelles politiques de toutes les régions de Côte d'Ivoire doivent servir de leçon aux Ivoiriens. Si personne ne tire de leçon de cette disparition, ça veut dire que le pays, vraiment, il y a lieu de désespérer de la Côte d'Ivoire. Ah non, Boni. Tout le monde est en train de dire, oui, monsieur le ministre de l'Agroconciliation, j'arrive. Tout le monde est en train de dire, Ahmed a été un homme d'ouverture, un homme de consensus. Ce modèle-là doit inspirer tout le monde. Et après Ahmed, la réconciliation doit continuer. Monsieur le ministre, vous avez travaillé avec lui. Vous leur direz, tout le monde doit faciliter votre tâche, Monsieur le ministre a une réponse, semble-t-il. Vous leur direz tout simplement que le premier Ahmed, avant de mourir, a donné la Côte d'Ivoire et a mis la réconciliation. J'en arrive là. Alors, mais ceux avec lesquels vous allez travailler, ceux que vous allez appeler pour la réconciliation, c'est à eux que je parle. Il faudrait que tout le monde soit disposé à parler, que tout le monde parle comme Ahmed Bakayoko, casse les clivages, casse les barrières, que le mur de glace soit brisé partout, que ça ne reste pas dans les verbes, et que la Côte d'Ivoire puisse vraiment se réconcilier comme tout le monde semble faire chorus autour d'une personnalité, hélas, qui a disparu, mais qu'on puisse bâtir cette nation-là dans la réconciliation, qu'on puisse faciliter votre mission pour qu'on soit vraiment un peuple, une nation, et non pas des mosaïques de peuples. Voilà ce que je peux tirer de la mort, le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui a voulu que ce chantier vraiment soit un chantier réussi et qui malheureusement, la symphonie restera inachevée. Et surtout comprendre que nous avons tous une fin, que nous irons Absolument, tous comme Ahmed Bakayoko. Donc au-delà des clichés, des clivages, des positions tranchées, nous irons tous. Donc absolument. À quoi bon ne pas se parler pour se comprendre? Bon, Alex Souleymane. Oui, effectivement. Bon, je pense que la réaction à brûle pour point de M. le ministre de la Réconciliation nationale était un atout. Puisque à la vérité, quoi que nous disions ou nous fassions aujourd'hui, dans le dispositif institutionnel, c'est à lui que revient cette mission. Et heureux pour nous donc qu'il soit sur le plateau. Désigné par Ahmed lui-même. Voilà, et adoubé par le président de la République. Bien entendu. Alors qu'il soit là et qu'il note, vraiment est un bénéfice énormissime. Et la chaîne NCI 360 aura été la première à faire réagir le ministre de la Réconciliation de la sorte. Avec beaucoup de difficultés parce qu'il était très affecté. Non, oui, mais j'ajoute, à la suite de mon ami et jeune frère Alafé Wakili. Vous savez, la beauté du cœur, c'est comme la rosée du matin. Quand vous n'avez pas, vous n'aimez pas l'homme, quand vous n'avez pas la foi en Dieu, lorsque vous êtes incapable d'apprécier un bonheur, même partager le sourire de l'autre, le sentir heureux, doit pouvoir être contagieux. Vous amener à sourire à sa place aussi. Parce que c'est éminemment important de voir dans une société que la base sur laquelle repose l'équilibre de cette nation est une base qui est faite d'amour. Et l'amour est au départ, l'amour est à la fin. Bien sûr. Et si aujourd'hui on parle d'Ahmed, à l'unisson, toute chapelle politique confondue, toute religion confondue, mais un homme de foi, tel qu'il a vécu, un homme de tolérance, il y a l'écuménisme religieux. Même en Arabie Saoudite, où il y a le lieu saint par excellence et par essence. Et puis, au Vatican, je prends les deux plus grandes religions révélées. Mais ceux qui ont eu la chance de pouvoir psalmodier les sourates ou avoir entonné les cantiques, ça ramène toujours à la grandeur absolue de Dieu. Donc, aux croyances et puis à l'apaisement que malgré tout, après tout et avant tout, Dieu est au commencement et à la fin. Et que c'est fausse querelle que de vouloir s'entre-déchirer pour rien, alors qu'on a tout pour rire et pour sourire. Bien sûr. Oui, Jean-Marc Coulibaly. Oui, je voudrais m'appuyer sur ce qui vient de se passer pour dire au ministre de la Réconciliation qu'il comptait certainement sur son patron, le Premier ministre Ahmed, pour qu'il puisse l'appuyer pour nous apporter cette réconciliation. Je voudrais demander à toute la classe politique, surtout aux camarades politiques
du même bord politique que Ahmed, d'accepter de marcher vers le consensus, d'aider le ministre de la Réconciliation à nous réconcilier. Parce qu'on en a besoin. Il faut mettre de l'eau dans notre vin de tous les côtés. Je le dis aussi pour ceux qui sont dans l'opposition comme moi, mettons de l'eau dans le vin pour pouvoir, ne serait-ce que en souvenir d'Ahmed qui a essayé ça. Il a essayé cela en tout cas depuis 2011, où moi je suis rentré d'exil. Il n'a fait que ce travail-là, je veux dire en matière de réconciliation, jusqu'à créer le ministère de la Réconciliation, confié à notre jeune frère, le ministre Kakabe. Bon, alors il faut qu'on y pense, il faut qu'on y aille. Tout le monde pleure, tout le monde dit Ahmed, homme de consensus, soyons maintenant plus nombreux, les hommes de consensus, les hommes et les femmes de consensus, pour l'aider, afin que dans quelque temps, on voit les fruits du travail qu'il est en train de faire, les fruits du travail que Ahmed lui a confié, parce que c'est ça, Ahmed lui a confié un travail, c'est Ahmed qui l'a proposé au président de la République. Et il faudrait que tous ensemble, nous puissions travailler à cette réconciliation-là. Moi, en tout cas, c'est mon vœu et je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à Ahmed. Alors, je veux qu'on parle maintenant de la fidélité d'Ahmed Bakayoko à son mentor Alassane Ouattara. C'est pas toujours évident d'avoir des hommes politiques sur la scène politique qui restent fidèles à un mentor. Un mot là-dessus, Monsieur le ministre? Écoutez, C'est là, je crois qu'après Houphouët-Boigny, il n'a connu qu'un seul, Alassane Ouattara, jusqu'à la fin de ses jours. C'est quelque chose. Alors, je vais vous dire une chose. Et là, je peux en parler. Allez-y. Alors, mon ami, il m'appelle il y a 5 ans. 5 ans. Il revient à la charge il y a 4 ans. Après, il y a 3 ans. Après, il y a 2 ans. Pour essayer de me faire quitter le PDCI pour rejoindre le RHDP. Nous discutons pendant des nuits, pendant des mois, pendant des années. Et puis, à la fin, j'ai dit, bon, Ahmed, je pense qu'il faut qu'on se mette d'accord sur une chose. Tu vois, il y a une chose que j'ai appréciée en toi. Toute la Côte d'Ivoire est unanime pour dire que tu es un homme loyal, fidèle à Alassane Ouattara. Moi aussi, je veux qu'on retienne de moi que je suis loyal et fidèle au PDCI RDA. Mais quand tu m'as débauché du PDCI pour faire de moi un RHDP, mais je perds cette qualité. Est-ce que c'est une façon de m'aimer? Est-ce que tu penses qu'on est comme ça, amis? Mais respecte-moi, respecte notre différence, Ahmed. Ne m'en parle plus. Si vraiment tu es un ami, que tu veux faire de moi quelqu'un, obtiens du président de la République qu'il fasse de moi ministre sans que je ne change de parti politique. Il dit, mais écoute, c'est pas moi qui décide dans ces conditions, tu vois. Et je donne un exemple. Tu vois, il y a quelqu'un qu'on appelle Lambert Kwasi Konan. Il est vice-président du PDCI. Il est PCA de Café Cacao. Il dit, mais c'est l'ami du président de la République. Il dit, ah, tu vois que lui, il a un ami. Mais moi, tu n'es pas un ami dans ces conditions. Et on a présenté. Donc, pour dire que c'est un garçon loyal, mais entre nous, je l'ai également souligné ici, c'est quoi la loyauté? Celui à qui on est loyal, la loyauté lui confère des devoirs. Tout ce qu'on reconnaît d'Ahmed Bakayoko aujourd'hui, rien, enfin, je ne dis pas rien, peut-être n'aurait pas été possible s'il n'avait pas eu cette chance d'avoir affaire à un monsieur comme Alassane Ouattara qui sert à envoyer l'ascenseur à ceux qui lui sont loyaux. Et qui n'est pas un leader qui broie ses enfants. Ça compte pour beaucoup. Donc, Ahmed a eu ce bon tuteur. Dieu lui a mis sur le chemin cet homme qui l'a aidé justement à s'épanouir. Il faut le reconnaître. C'était un garçon loyal. Il a tenu jusqu'au bout à ses convictions. Honorable Emma Fofana, la loyauté, la fidélité, mais surtout la patience, c'est important en politique. Oui, mais c'est à cela que je voulais revenir. Comme on l'a dit, nous, à un moment, on a été bien pressés. Et on a pris des chemins qui... Raccourcis. Raccourcis, c'est trop dit, mais nous croyons à ce que nous menons parce que tout est dans l'opportunité. Et nous croyons à cette opportunité, mais Ahmed, il nous a toujours amenés sur terre. Et je voudrais dire, juste après le décès du Premier ministre Amadou Gon, et des gens comme moi ont cru dur qu'il fallait que le président passe la main et que Ahmed soit notre porte-flambeau. Et je l'ai dit à qui voulait l'entendre. Et un soir, on était à l'Assemblée, j'ai réussi à mettre près d'une cinquantaine de députés ensemble pour défendre cette ligne-là dans le parti. Et il m'a appelé et puis je suis arrivé chez lui, il dit, ben moi tu sais.
Nous sommes des hommes. Je ne peux pas rouler 2 voitures en même temps. Je ne peux pas dormir sur 2 lits en même temps. Tu sais, je suis né à Djamé. Des jours, mes parents m'ont demandé de quitter le lit pour donner à un étranger. J'ai dormi sur une natte. Aujourd'hui, je suis ministre d'État. La seule chose que je souhaite, c'est de ne pas descendre. Mais ton attitude va faire que le vieux peut avoir des doutes sur tout ce que j'ai construit autour de lui. Je ne veux même pas que le président Alassane Ouattara se mette dans la tête qu'un instant, j'ai essayé de contrarier sa volonté. Laisse le vieux faire. Et ça, tu peux mesurer la dimension et la portée de la considération et de la fidélité qu'il avait pour le président Ouattara. Et ça, je l'ai retenu. Et Ahmed Bakayoko respirait Alassane Ouattara, il vivait Alassane Ouattara, et Alassane Ouattara était son mentor. Gervais Coulibaly, sur ses valeurs en politique, la loyauté, la fidélité, la patience surtout. Oui, il faut savoir être patient. Nous n'avons pas les mêmes convictions, alors là, pas du tout. Et tout le monde le sait, il le savait. Et moi, je suis pour que, quand on marche avec quelqu'un, on reste avec la personne. Mais ce sont les idées qu'il faut pouvoir suivre. Il faut pouvoir rester avec la conviction sans... Louvoyer. Voilà, louvoyer. Et moi, tout le monde sait, je suis supporter, je suis l'homme avec Gbagbo Laurent. Je n'ai pas l'intention de m'en éloigner, je reste là. Très bien. Félix Bonnet? Je pense qu'en termes de loyauté et de fidélité, Ahmed Bakayoko aura été également un exemple. Mais que dire? Est-ce qu'il faut parler de fidélité et loyauté d'Ahmed Bakayoko? Ahmed Bakayoko, c'est le fils du couple Ouattara. C'est-à-dire que le ministre de la Réconciliation l'a dit tantôt. Ahmed est ce qu'il est avec les Ouattara. Et Ahmed donne tout ce qu'il est aux Ouattara. Donc Ahmed, c'est le fils de la maison. Ce n'est même pas... Est-ce qu'un enfant peut régner son père? Un enfant, ça ne réunit pas son père. Ahmed se considérait comme tel et le couple Ouattara le lui rendait comme tel. Il n'avait pas besoin de... On ne peut pas parler de fidélité. C'est une relation filiale de père en fils et de fils en père. Et c'est cette relation-là qui est restée jusqu'à sa disparition. Donc je pense qu'en politique, il faut qu'il y ait des fils qui restent fidèles au père. Et cet exemple doit servir également aussi. Et Ahmed, quelqu'un parlait de foi. Ça, c'est aussi la foi. Il avait la foi que là où il est, c'est là où il devrait être. Et il est resté là jusqu'à finir là. Et cette foi-là, il faut que les gens aient ça également aussi en politique. Toutefois, en politique, comme l'a dit aussi le ministre, je reviens aussi là-dessus, il faut que les parents aussi sachent aussi retourner l'ascenseur aussi aux enfants. Parce que quand on ne permet pas à l'enfant de s'exprimer à la maison, il finit par devenir aussi rebelle aussi. Donc il faut permettre à l'enfant aussi de s'exprimer. Que la maison soit une maison bien animée, l'enfant apporte contribution, le père également donne des conseils et puis on avance. Et ça aussi, je pense que ce sont des chemins qu'il faut explorer désormais. Parce que moi, je tire des leçons du décès du Premier ministre pour que demain soit un tout autre jour et qu'on tire véritablement de vraies leçons de cette disparition, notamment quand on parle de... Il est accessible, que les politiciens se rendent accessibles. Parce qu'au-delà de tout, ceux que vous aspirez à gouverner, ce sont des hommes comme vous. Rendez-vous accessibles et les gens vous suivront. Maman Alex Suleiman? Oui, je pense que c'est véritablement le fils de la maison. Oui, mais il se dit qu'il y a d'autres fils qui ne sont pas restés dans la maison. Non, non, non. C'est le fils de la maison qui a été couvé par le père et la mère. En atteste, comme exemple illustratif, c'est l'un des rares qui a assisté au mariage du père avec la mère en France. Cela dénote déjà de la proximité. Non seulement de la proximité, mais de la confiance, ouais. dont il avait été déjà oint par le couple. Tout jeune, déjà, à peine le patriote était-il sur le marché, moins d'une année, ses états de service, ô combien élogieux, dans un contexte très difficile, où le sauveur providentiel du président Houphouët, de la meute, qui voulut le sacrifier, cet homme-là, providentiel, c'était Ouattara. Et le président Ouattara, le premier chef du gouvernement à l'époque, en a su gré
déjà son fils. Je faisais partie de l'équipe. Ça, de ce jour jusqu'à sa disparition, j'ai encore ces images qui me traversent la vue. Et toute une série de situations au fur et à mesure, que ce soit la maison mythique à Blocos à l'époque, à Cocody, avant que le Premier ministre rejoigne le Fonds monétaire international à Washington et qu'il en revint au Forum de la réconciliation nationale en 2001. Mais il y a eu tellement de situations qui auraient pu faire douter même un enfant. Et Dieu seul sait si certains compagnons ont quitté le navire. C'est bien de cela que je parlais tout à l'heure. Avant qu'il n'arrive à son port d'attache. Et il a été oint par l'amour de ce couple. Et il a compris l'intérêt et le parti qu'il devait en tirer. Bien sûr. Avec brio, intelligence, à foison. Et ça, ce qu'il faut ajouter, vous me permettez. Oui, monsieur le ministre. Dans le cas d'espèce, je vais peut-être utiliser ce mot-là, c'est-à-dire l'homme Alassane lui-même était pour Ahmed un idéal, était un projet. Sans être dans le secret de Dieu, j'imagine que Ahmed a dû être parmi ceux qui ont même fait germer l'idée du projet présidentiel dans l'esprit du président Alassane Ouattara. Parce que quand il quitte la Côte d'Ivoire, dans les conditions que tout le monde sait, et qu'il retourne aux États-Unis, Ahmed fait partie des tout premiers à le rejoindre. Donc Ahmed, Ouattara était un projet pour lui. Il y a cru, il a investi toute sa vie. Moi, j'ai vu Ahmed faire la prison. J'ai vu Ahmed sortir d'une audience de chez le président Bédier. On lui donne l'argent sur le perron, il distribue l'argent à tout le monde. Ahmed, c'était un projet, c'était un idéal, Alassane. Et il s'est investi corps et âme, mais pleinement. Donc, dans ce cas d'espèce, on ne parle même pas de projet. Parce qu'il est allé jusqu'à s'identifier à Alassane, qui lui a rendu la monnaie. Il a trouvé en lui le refuge, le père. Et le couple l'a adopté. Ahmed était un homme épanoui. Pourquoi voulez-vous qu'il aille chercher ailleurs ce qu'il a déjà et qu'il a aidé à construire? C'était un exemple. Il a cru en quelque chose, il s'est investi pour que cela prospère. Voilà ce qu'il faut retenir. On ne parle même pas de fidélité, là. Très bien. Alafé Ouakili, nous sommes presque au terme de cette émission. Un dernier souvenir avec le Premier ministre avant son rappel à Dieu? Avant peut-être le dernier souvenir, je voulais rapidement dire qu'il y a certains qui ont tendance à imaginer un conflit entre Alassane Ouattara et Ahmed Bakayoko. C'est totalement inimaginable, c'est totalement impossible. Non, parce que le projet d'Ahmed Bakayoko, c'était Alassane Ouattara. Et vous avez dit que je suis à l'extérieur. C'est l'une des dernières images, l'un des derniers souvenirs. Parce que le jour où j'ai effectué mon voyage, j'étais dans l'avion avec le Premier ministre. Il était avec son épouse. Je n'ai pas voulu le déranger dans le vol. Quand nous sommes presque arrivés, il s'est levé, il est venu vers moi lui-même pour me demander comment ça va, si j'ai bien fait le voyage. Et il a promis qu'on se voit. Nous n'avons pas pu nous voir. Mais il s'est signalé à moi alors que j'étais à l'extérieur et nous sommes restés en contact. Nous sommes restés en contact jusqu'à ces derniers instants. Donc ce souvenir, cette anecdote, cette image, c'est cette disponibilité, c'est cette fraternité, c'est cette générosité qui a aussi fait qu'à l'aéroport, alors qu'on sortait, lui, il avait l'espace VIP. Il a dit, mais attends, viens, il faut qu'on sorte ensemble. Et on est parti. Il n'a pas cherché à dire, il est le Premier ministre. Et on voyait aussi à Abidjan, quand ses amis, quand sa famille voyageait, il laissait tomber le costume de Premier ministre, il accompagnait et il respectait les procédures. C'est aussi cette simplicité qu'on a vue dans sa manière de faire et qu'on a voulu considérer comme de l'amusement. Parce que quand il est devenu un homme politique influent et fort,
un ministre avec beaucoup de pouvoir, il n'a pas voulu changer sa manière de faire. Il a voulu continuer à aller en boîte avec ses amis, il a voulu continuer à avoir les mêmes personnes jusqu'à une période récente, lorsque certainement on lui a dit que pour des raisons de sécurité, il fallait peut-être réduire et changer, mais il n'a pas voulu changer. Je voudrais terminer, si vous permettez, allez-y rapidement, par rapport à l'anecdote faite par Kakabe, pour dire aussi que oui, c'est vrai que sans doute, si c'était lui, Kakabe serait devenu ministre plus tôt. Mais cet enseignement-là, cette anecdote du ministre Kakabe montre aussi pourquoi il pouvait avoir de l'admiration pour le président Alassane Ouattara, parce que Kakabe ne soit pas devenu ministre plus tôt a créé une opportunité qu'on a vue lors de l'élection de 2020 et rendu peut-être plus crédible le fait que le ministre Kwajo Konan-Bertin soit aujourd'hui ministre de la Réconciliation. Je pense que s'il avait été ministre plus tôt, cette opportunité allait être différente et certainement ces situations et ces postures du président Ouattara n'ont fait que renforcer l'admiration de notre regretté Premier ministre pour son mentor Alassane Ouattara. Merci beaucoup à Alafé Ouakili. Messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Y a-t-il un souvenir que quelqu'un veut rappeler rapidement? Sinon, je vous dirai merci. Gervais Koulibaly, honorable Emma Fofana, monsieur le ministre Kwajo Konan-Bertin. Je tiens à rappeler à nos téléspectateurs que vous étiez mal en point, mais vous avez tenu quand même à être là pour rendre hommage à votre ami au Premier ministre. Oui, honorable, rapidement. Non, une seconde, je voudrais simplement dire au terme de cette émission, rappeler à tous ceux qui ont aimé Ahmed Bakayoko, à tous ceux qui ont cru en lui, que nous sommes à l'étape des funérailles. Et ces funérailles doivent se faire dans l'ordre et dans la discipline. Et le recueillement. Et dans le recueillement. Parce que c'était le patron de la sécurité de la Côte d'Ivoire. Il aimait l'ordre, il aimait la discipline. Et donc, je voudrais appeler tous les Ivoiriens et tous nos camarades à vraiment faire de ces funérailles quelque chose de très religieux. Très bien. Merci à vous. Oui, Bamba, Alex Suleiman, rapidement. Oui, franchement, je voudrais, quasiment au terme de cette émission mémorable, remercier la direction des NCI, parce qu'il était important que l'on rendit cet hommage à cet illustre fils de la Côte d'Ivoire pour avoir fait rêver et continuer d'inspirer la jeunesse pour que, ensemble, dans la communion fraternelle, l'amour partagé, la Côte d'Ivoire soit le havre de paix qu'il a toujours été. Merci beaucoup. Merci Félix Boni, merci à vous. Oui, Gervais Koulibaly. Oui, juste dire que je voudrais qu'on puisse aider à accomplir un des rêves qu'Ahmed nous répétait souvent, que la Côte d'Ivoire continue de rester, que chacun puisse respecter les convictions de l'autre tout en restant frère. Le droit à la différence. Le droit à la différence, Ahmed tenait à cela et c'est pour cela qu'il n'a jamais essayé, moi, de m'emmener avec lui. Très bien. Merci à vous, chers téléspectateurs, chers internautes, de nous avoir suivis. Merci à vous aussi, Alafé Ouakili, depuis l'extérieur où vous vous trouvez. Merci de nous avoir suivis. Donc, disais-je, rendez-vous le mercredi pour la retransmission en direct de l'hommage national au Premier ministre Ahmed Bakayoko, en direct du palais présidentiel. Merci de votre fidélité. Nous vous laissons sur cette sonorité de l'artiste malien Sidiki Diabaté, qui a donc produit un titre en mémoire à l'illustre disparu. Excellente suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Va en paix, dors en paix. Rest in peace.